Bonjour, bienvenue à Cracovie. Nous sommes en Europe centrale et nous allons vous faire découvrir cette ville et ce pays. Et c'est grâce aux images tournées sur la fête nationale qui tombe demain, le 11 novembre, et puis sur les fonds d'une conversation que nous avons entretenue avec Alexandre, notre invité spécial, un Français qui vit à Cracovie depuis quelques années. Bonjour, bienvenue à Cracovie. Nous sommes dans la capitale, l'ancienne capitale de la Pologne, du Royaume-Uni de Polono-Lituanien, où je voudrais vous faire découvrir la Pologne, ce pays si moderne, membre de l'Union européenne, qui se développe bien sûr, mais qui reste traditionnaliste, nationaliste, on dit souvent, mais qui a son histoire. Nous sommes devant l'église de Saint-Florian. Saint-Florian, c'était le saint patron de Cracovie, et de la capitale qui est devenue au Xe siècle déjà. Au XIe siècle, on a commencé à chercher un patron, un saint. Donc le roi polonais qui avait étudié à Rome est allé chercher un saint dans les reliquaires du Vatican et dans les basiliques de Rome. Et il a trouvé un volontaire, Saint Florian, qui de sa tombe a levé sa main et s'est porté volontaire pour se déplacer en Pologne, ici à Cracovie. Donc la légende dit qu'une fois ici, une fois au point de rentrer dans la ville de Cracovie, Saint Florian a levé la main et fait arrêter la charrette qui a transporté sa dépouille pour ici construire cette première église, une église basilique de Saint Florian. Donc Saint Florian, comme vous le voyez sur la façade de cette église qui est baroque du XVIIe siècle, a fait arrêter son convoi. Le bœuf qui le transportait, sa charrette ne bougeait plus. Donc il a fait exprès un signe de construire ici une première église. C'était une église gothique. Une église qui est construite juste avant les portes de la ville de Cracovie, sur un terrain marécageux, pas trop intéressant. Et c'est ici que, effectivement, au XIIe siècle, s'est construite cette première église romaine, avec des éléments gothiques, mais romaine. Donc, une fois construite, on a déposé les dépouilles du saint et il est devenu le saint patron de la ville de Cracovie. À partir de là, plusieurs siècles se sont écoulés, mais ce qui est important à retenir, c'est que de cette église n'en subsiste rien, de cette première église, parce qu'au XIIIe siècle, en 1226, il y a eu la deuxième invasion des Mongols sur Cracovie, qui ont ravagé la ville de Cracovie, mais aussi ont ravagé cette église, ont incendié et détruit en fait cette première église. À partir de là, on a construit une deuxième église gothique. Cette église-là n'a subsisté que jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'était le tour de Suédois qui sont venus ici pour assiéger Cracovie. Et du coup, les défenseurs de Cracovie, cachés derrière les portes et les murailles de la vieille ville, qui venait juste d'être construite il y a un siècle, ont fait détruire toutes les constructions, tous les édifices et cette église aussi pour dégager la vue au cas de l'attaque imminente des Suédois. Et comme ça, donc, cette deuxième église a cessé d'exister. Au XVIIe siècle, 2 ans après, on a commencé à reconstruire et cette église que nous voyons devant nous est bâtie et construite de Saint-Florian. Donc, vous voyez la lignée, le tracé gothique avec, le tracé classique avec des éléments baroques, avec les armes de Saint-Florian, avec les armes de l'évêque de Cracovie. Et comme ça, nous avons toujours cette église. En 1949, Karol Wojtyła, un vicaire, est nommé pour prendre soin des étudiants, pour enseigner aux étudiants, aux écoliers, la religion catholique. C'était le futur pape Jean-Paul II, aujourd'hui le saint Jean-Paul II. Il vient ici pendant 2 ans pour enseigner la religion, la foi, dans un pays qui est devenu communiste, donc athée,
la religion y est interdite, mais tolérée. Donc, il y prêche 2 ans avant de partir pour étudier à Rome. Et comme cela, nous avons cette église, ce petit bijou de l'architecture baroque qui nous invite sur Cracovie, la ville royale. Bonjour, bonjour. Nous sommes un peu plus loin sur la place de Jan Matejko, un peintre polonais, un artiste polonais du 19e siècle, devant un monument d'un roi polonais qui était avant un prince lituanien, Władysław Jagiełło. Au XIVe siècle, Władysław Jagiełło épouse une princesse polonaise qui va devenir reine de Pologne, et ensemble ils vont régner sur le Royaume-Uni de Pologne-Lituanie. Et c'est jusqu'au XIXe siècle. Le monument à Władysław Jagiełło qui est un monument qui célèbre la bataille de Grunewald, sur la partie nord-est de la Pologne, entre la Pologne et la Lituanie, qui est livrée par ce roi Władysław Jagiełło que nous voyons ici en 1410. Donc contre l'ordre des chevaliers teutoniques qui avait été installé à l'invitation d'un prince de Mazovie polonais avant pour christianiser ces terres. Mais l'ordre est devenu si important et n'a pas cessé de croître, et 2 siècles plus tard a commencé à menacer tant la Lituanie comme la Pologne. À partir de là, le royaume de Pologne et la principauté de Lituanie se sont unis par ce mariage que je viens de mentionner, et à partir de là commence l'histoire de ces 2 royaumes, et la bataille de 410 met fin à la menace teutonique, des chevaliers teutoniques. C'est la bataille que nous avons gagnée, et c'est là, devant ce monument, qu'est le tombeau du soldat inconnu, où vont commencer les célébrations de cet anniversaire de la récupération de l'indépendance. Ce monument était inauguré en 1910, donc 500 ans après la bataille, ici, à Cracovie, par Ignatian Paderewski, un compositeur polonais de renommée mondiale qui voulait faire de cette célébration une fête nationale avant que la Pologne ne renaisse après 123 ans de dépendance. Allez, c'est déjà branché. Voilà, donc on pourrait reprendre l'idée sur non, mais par exemple, la relation des Polonais avec la religion est très différente par rapport à la France, et moi ça m'a pris des années à comprendre. Je me souviens la première fois que j'ai vu dans la rue des nonnes ou des prêtres en soutane. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu choqué en tant que Français, parce que en France c'est un petit peu la soutane chez soi, ou c'est plus discret, non? Oui, c'est ça, c'est le curé au bûcher. Enfin, on a cette tradition depuis la loi de 1905. Mais ensuite, j'ai réfléchi en me disant, mais en quoi ça me gêne de voir des gens qui portent les affaires qu'ils veulent. Il y a ça, et puis ensuite, j'arrivais pas à comprendre le côté religieux. Et en fait, j'ai eu pas mal de cours, enfin je me suis intéressé au sujet, et on s'aperçoit que les Polonais voient ça plus comme un vecteur culturel, de fait de leur histoire. Multiples invasions ou partitions de la Pologne, ce qui est resté souvent c'était la langue et la religion. La religion, surtout sous le communisme où la religion était interdite. Donc il y avait ça.
Alors qu'en France, ce qui souvent détermine plus l'identité, c'est le sol, le territoire national pratiquement. Et donc cette différence de perception des choses, elle est assez flagrante, mais elle est assez subtile aussi parce que aller à l'église, c'est presque un lieu plus de... C'est comme le voisinage, on va voir les dimanches ses voisins, on passe du temps. Et en fait, quand on demande aux Polonais, alors ça c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années, mais 98% vont se définir comme catholiques. Mais par contre, quand on pose des questions sur croyez-vous à la réincarnation du Christ, qui est un des piliers fondateurs de la spiritualité, là on tombe à 60% ou même plus bas. Donc en fait, les Polonais sont religieux mais pas spirituels quelque part. Et donc, ouais, ça c'est assez différent de la France. De la France et des autres pays, oui, bien sûr. Où en fait, ce qui reste des catholiques pratiquants, c'est vraiment justement ceux qui ont une foi, une religiosité, une spiritualité, plus qu'un vecteur culturel. Exact, même si parfois c'est plus superficiel aussi. Les gens ne vont que le dimanche ou les grandes fêtes, tout ça. Et les jeunes vont de moins en moins aussi. Ouais. C'est aussi un peu... Le fait, ça diminue. Ouais. Mais c'est vrai, non, que nous avons eu cette histoire commune, chrétienne, qui nous a beaucoup marqué. Ouais. Les croisades, on a peu participé. Ouais. Mais par contre, on a quand même arrêté les Turcs aux portes de la Vienne. Ouais. Donc on a fait le barrage de l'Empire ottoman, non, en 1683. Quand les Autrichiens, les Habsbourg, ne pouvaient pas se défendre, on était en alliance. Et du coup, ils nous ont demandé de laisser courir. Et notre chevalerie lourde a fait ça. Il y a un joli film là-dessus, Vienne 1683. Ah, je ne l'ai pas vu. Mais donc expliquez-nous un petit peu, parce que vous vivez ici depuis 7 ans. Oui, je vis ici depuis 7 ans. Mais en fait, moi, j'ai une vue qui est principalement des grandes villes parce que j'ai vécu à Cracovie et à moitié à Poznań où j'ai fait mes études. Et en fait, on voit énormément les changements dans la ville. En fait, comme j'ai dit, la première fois que je suis venu, c'est 2006. C'était vraiment la banlieue de Cracovie, des gens que je voyais très très pauvres dans des bars d'immeubles, etc. HLM, non, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était des HLM. Et je me souviens quelque chose de marquant, c'est qu'on ne pouvait pas boire l'eau, il fallait la faire chauffer. Mais par contre, on n'avait pas d'eau chaude dans la salle de bain, donc c'était un petit peu cocasse. Et des appartements très petits. Oui, aussi très petits. Ouais. Non, avec peu de services, parce que c'était 2 ans après l'entrée dans l'Union européenne. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas encore des infrastructures, des tramways modernes, tout ça. Oui, il y avait pas mal de trams, mais c'était les aquariums, vraiment les très très vieux qu'on a encore un petit peu par nostalgie. Tant qu'ils fonctionnent. Mais c'est vrai que j'ai vu vraiment la ville se développer à une vitesse folle en fait. Pas que la ville, en termes d'infrastructure, mais même en termes de services, en termes de gastronomie en fait. Moi c'est ça peut-être en tant que Français qui me choque. On va dire que quand je suis arrivé en Pologne en 2013-2014 définitivement, on va dire, ce qui me manquait peut-être le plus, ou en tout cas ce qui m'a pas le plus séduit, c'était la gastronomie, ou en tout cas les restaurants. Et en fait, depuis quelques années, je me fais la réflexion de me dire qu'on a vraiment gagné en qualité, donc sur tous les niveaux. Mais là je trouvais que les restaurants, c'était quelque chose la cuisine, quelque chose qui était vraiment flagrant en fait. Il y a du tout, non, ici, ouais, en Pologne. C'est aussi un peu historique parce que nous, on a eu des Italiens qui nous ont ramené des choux, des carottes, on l'appelle włoszczyzna en polonais. Les légumes italiennes. Ah oui, c'était avec la princesse italienne Bona Sforza, qui l'a ramené, non? Oui, c'était au XVIe siècle, 15e. C'était la femme de Zygmunt. Oui, c'est ça, oui, voilà. Donc, et les peintres italiens, donc l'art italien, tout cela, oui. C'est pour cela que nous avons un classicisme, le baroque aussi. Après, c'est bien développé. Oui, c'est ça. C'est aussi ça qui est un petit peu, qui est assez marrant, c'est que quand on vient de France, on a du gothique partout, de l'architecture gothique, et puis en Pologne, c'est beaucoup de baroque. Beaucoup plus classicisme. Allez, parce que ça va fondre un petit peu. Charlotka. La Charlotte. Mais voilà. Donc la Charlotte, typiquement français. Apparemment, polonais, mais c'est venu de l'Autriche, non?
D'accord, je ne connais pas du tout l'histoire La Charlotte. Charlotte. J'avoue l'ignorer aussi, mais le nom vient du français Charlotte. En plus, il y a eu toujours beaucoup de liaisons avec la France, puisque à partir de Henri de Valois, vous connaissez l'histoire Oui, Henri de Valois qui ensuite est parti retourner en France. Oui, c'était le premier roi élu de la Pologne en 1542. Ouais. Il vient invité par les aristocrates polonais, ici, à Cracovie. Oui, et qui se sont demandé, mais quels sont ces accoutrements tout à fait différents. Hein, oui, tout le monde parlait le latin. Il y avait l'université déjà. Il y avait le chauffage central sur le château. Il y avait l'art italien, après la Bona Sforza. Et puis tout à coup, il est venu avec ses mignons. Ouais. Oui, c'est ça. Après on lui a donné une femme plus âgée, beaucoup plus âgée, 47 ans, et Elżbieta Rakuszanka, qu'elle ne voulait pas voir trop. Elle est ensuite mariée au second roi élu de la Pologne, parce que Henri de Valois a été élu comme le premier roi élu de la Pologne. Il a dû jurer sur les statuts. Parce qu'avant, en 1905, Pologne devient la première démocratie parlementaire dans le monde. Donc, en 1505, le roi polonais, un des derniers des Jagellons, dit, bon voilà, sous la pression des aristocrates, on crée un parlement. Donc du coup, voilà, c'était le fondement de ce qui était après, en 1793, la première constitution en Europe, juste après la constitution des États-Unis. Bon, revenons à nos moutons. Donc voilà, c'était ce roi-là. C'était toujours un peu... Bon, lui, il a fui. Il est parti pendant la nuit, au galop, et puis on nous a laissés. Mais on en a gagné, parce que lui, il est devenu le roi de France, comme Henri IV. Et nous, on a choisi un prince, en fait, des Balkans, venu d'une province des Balkans, qui est venu là et qui du coup était très impérialiste, si vous voulez. C'était le seul roi très impérialiste. Il a entamé l'aventure moscovite. Après, il a fait rentrer le tsar polonais sur le trône de la Russie. Et à partir de là, donc un an, ils étaient là, les Polonais. Mais la fête nationale russe aujourd'hui, c'est la fête de libération, du Kremlin des Polonais. Après un siège et tout ça. Bon. Non, mais revenons à nos Français. Donc voilà, les Français après, il y avait parce que les aristocrates parlaient le latin d'abord. Toute l'aristocratie polonaise, sous les partitions au 19e, parlait français, apprenait le français. Ouais. Et c'est très très flagrant encore aujourd'hui, c'est que, bon, moi je manque de vocabulaire en polonais, mais très souvent je vais essayer un mot en français et ça va passer. Tous les mots qui terminent par âge vont être français, que ce soit abordage, chantage. Il y a énormément de transferts. D'origine française, oui, c'est ça. Et d'allemand aussi, parce qu'il y a tout au début, au XIIIe, quand les Mongols ont ravagé la ville, et ils ont laissé tout détruit en fait. 3 invasions. Non, donc c'était le roi qui a invité les Allemands qui sont venus pour s'installer ici. Ils ont occupé tout le carreau de la place du marché. Ils ont fait en fait le traçage de cette place du marché au XIIIe siècle. Et du coup, tout le monde parlait allemand sur la basilique de la Sainte-Marie, sur la place du marché, pendant 150 ans. D'accord. Et la langue officielle des messes, c'était l'allemand. D'accord, ça c'est quelque chose que... Voilà. Après, c'était l'italien et le latin, bien sûr. Après, les français. Donc c'est pour cela, je ne sais pas si vous avez vu, voilà ce que vous venez de voir, non? Il y a un mélange total de toutes les cultures, y inclus orientales, parce qu'on avait une partie de la Lituanie, de l'Ukraine, ça faisait partie du Royaume-Uni.
En fait, je ne sais pas si vous connaissez Adam Mickiewicz sur la Ouais, place du marché. qui était lituanien, qui est lituanien. l'auteur de Pantadeusz, qui est l'ouvrage de référence polonais et qui Romantique, commence par Je suis lituanien, ou je ne me Oui, souviens plus oui. exactement de... Oui, c'est Lituanie, ma patrie. Voilà, C'est c'est une ça. invocation à la Lituanie, ma patrie. Mais dis donc, c'était le temps après l'émigration en France. Ouais. C'est lui même qui va au Collège de France à Ouais. Paris. Ouais, ouais. C'est sur l'île de Saint-Louis qu'il rachète un petit palais. Mhm. Aussi, il y a l'église qui est de l'autre côté de la Seine, sur les quartiers latins, où ils se sont rassemblés. Et Adam Mickiewicz lui-même et les autres réfugiés polonais allaient à la messe, mais aussi participaient dans les mouvements de libération spirituelle. Chopin Ouais, est Chopin, venu, Marie Curie, Marie Curie après. Skłodowska, ouais, après, mais- Voilà, c'est après, c'est 1893 que Maria Skłodowska décide de... Elle ne pouvait pas étudier ici, en Oui. Pologne. les Russes, au départ. D'abord, c'était interdit pour les femmes. Après, ce n'était pas l'intéressant parce qu'il y avait les Russes. Mais tout confondu, elle a dû partir en France. Oui, Ok. et puis elle a écrit plusieurs fois qu'elle aurait aimé rester en Pologne, mais que Oui, c'était mais pas c'était possible. impossible C'était parce que impossible. la Pologne n'existait pas. Ouais, Les femmes Puis après, en termes n'étudiaient pas. d'opportunités, à cette époque-là, la plupart les centres de sciences qui rayonnaient, c'était Paris, c'était l'Allemagne aussi. Oui, la révolution industrielle, c'était quoi? C'était la France, l'Angleterre, Ouais, l'Allemagne. ouais. C'est pas la Pologne. La Pologne était partagée, était divisée, exploitée. D'où le fait que ça avait beaucoup de sens pour elle de partir. De rester, Mais, ouais. Ouais, tout à fait. Et grâce à ce mélange, donc, on a un lien de plus. ouais, mais c'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais il y a énormément même de politiciens ou de personnalités publiques en France qui ont des noms d'origine polonaise. Il suffit juste de savoir, de le Ou savoir, chercher. de connaître un petit peu, et puis Polonaise ou juif polonais. oui. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu une autre nationalité, les juifs, qui sont venus s'installer dès le XIVe siècle. Ils étaient chassés de partout. Partout, pendant qu'en France c'était France. la monarchie de droit divin, Ouais. et puis la guerre entre catholiques et protestants. Les protestants, En Pologne, voilà. c'était la liberté de culte totale, et les juifs de partout sont venus C'est pour s'installer. c'est pour cela qu'ils se sont... Ouais. Et Cracovie, c'était leur ville aussi. Oui, c'était Casimir le Grand qui... En fait, Jan Olbracht, c'est son fils. son fils, d'accord. Et Olbracht, parce que Casimir le Grand, il a fait construire Kazimierz, D'accord. le quartier. Et c'était construit pour les chrétiens. Ouais, d'accord. C'était pas pensé du coup, c'était pas pensé pour les juifs. D'accord. C'est pour cela qu'il y a la basilique du Corpus Christi, Oui, qui est magnifique. sur la place du marché pratiquement, Ouais. qui était la place du Kazimierz, du quartier juif. Volnitsa, place Volnitsa. Volnitsa, Ouais. oui, c'est ça. Voilà, donc là c'était une autre ville. Oui. Au début, sous Casimir le Grand, c'était l'expansion de Cracovie, pure et simple. Alors, c'est qu'après, son fils Jean Olbracht, qui s'est dit, bon tiens, je vais vous donner des privilèges pour que vous partiez du centre-ville ici. Il me semble que c'était aussi parce qu'il y a eu un incendie qui a ravagé la ville. Non, et- c'était aussi ça, mais bon, il y en avait. Bon, disons que les Juifs se sont installés près de l'université. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1364, l'Académie de Cracovie est fondée, à côté, ici. Mais après, en 1400, c'était rénové par Casimir, par le premier Jagiellon. D'accord. Donc, Władysław Jagiełło. D'accord. Et après, la grande rénovation, c'était Casimir le Grand. D'accord. Donc, ce qu'ils ont fait, les Juifs étaient déjà là, sur ces quartiers. Donc, ils ont d'abord l'université, le roi, la reine. Ils ont racheté un bâtiment, 2 bâtiments en fait. Ils ont fait assembler ce collège Maius, Collegium Maius, Yeah. juste à côté. Et puis ils ont pensé donc que ça va s'agrandir. Ils avaient raison parce que plusieurs édifices à côté se sont créés, se sont bâtis. Donc les Juifs, on leur a donné des privilèges fiscaux
des avantages fiscaux pour qu'ils se déplacent. Mhm. Vous allez avoir plus d'espace, vous allez pouvoir construire à votre guise, vivre votre vie. Et c'était le cas. Mais c'est à partir de Jan Olbracht. D'accord. Voilà. Puis toute l'histoire, mais c'était ça. Voilà. Ouais. Et revenons à vos impressions de la vie ici aussi, parce que je ne sais pas si nos téléspectateurs vont suivre ton histoire en même temps. L'histoire. Bah, les impressions sur la vie, c'est qu'en général, c'est un mix entre... ce que j'aime bien à Cracovie, c'est que c'est une ville à taille humaine, en fait. C'est vraiment, on peut traverser du nord au sud à pied, et donc... En tramway, non? Oui, voilà, et ça c'est vraiment agréable. Et d'un autre côté, la ville est assez calme, et de l'autre côté, elle est très très dynamique d'un point de vue économique. C'est l'un des centres névralgiques on l'appelle la Silicon Valley de l'Est, parce qu'on a énormément d'investissements, de grands groupes qui viennent, alors qui viennent pour deux choses, à la fois pour un régime fiscal intéressant pour eux, et puis de l'autre côté parce qu'il y a une main-d'œuvre de Polonais qualifiée meilleur marché. Voilà, c'est ça, c'est un win-win pour tout le monde. Et donc, et puis il y a 13 universités à Cracovie qui fournissent, ne cessent de fournir des gens éduqués qui veulent rester, parce que c'est ça la ville, non? C'est ça, c'est ça. Les jeunes, le jeune, il y avait tout à l'heure, on a dit que c'était jusqu'à 40% de Cracoviens et font partie de votre génération en fait. Ouais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et du coup, la ville est vraiment taillée pour ce genre, pour cette génération qui veut à la fois sortir les week-ends, que ça soit dans des bars, dans des boîtes de nuit. Donc là, il y en a à foison. Souvent, elles sont en plus souterraines ou des fois en hauteur. C'est intéressant, non? Ces caveaux. Oui, ça a toujours du XIVe siècle. Ouais. Oui, parce que la place du marché s'est élevée au fur et à mesure du temps, des siècles, passé des siècles, de 2, 3, jusqu'à 3 mètres. Ouais. Donc ce qui était avant le rez-de-chaussée. Ils ont juste reconstruit au-dessus. Ouais. C'est pour cela que c'est marrant, il y en a une vingtaine, non? Une trentaine de restos, de bars, de discours. Facilement, puisque ensuite on peut voir dans toutes les rues adjacentes de la vieille ville, de Stare Miasto, ce genre de restaurant, enfin de configuration souterraine. Et donc, il y a même une cave ici à côté avec le jazz. Concert de jazz. C'est ça. Mais du coup, il y a un éclectisme aussi à Cracovie qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que on va avoir des choses très très modernes, on va avoir du jazz, on va avoir du blues. On a le festival de jazz dans le quartier juif chaque année, mais dans les bars, les restaurants à Cracovie, on va trouver absolument tout. Absolument tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ferment et qui réouvrent à chaque fois. Et on gagne vraiment, je trouve, comme je disais au début, en qualité ou en standing, parce que le niveau de vie aussi des Polonais, et en particulier des grandes villes, s'élève vraiment très rapidement en fait. Oui, c'est vrai, ça progresse. On ne sait pas si c'est pas encore assez pour les jeunes qui veulent du coup démarrer très vite, mais il y a de plus en plus de postes qui sont assez intéressants. Oui, mais alors moi je suis un peu privilégié dans le domaine où je suis, donc il n'y a pas de souci de chômage, il n'y a pas de souci de trouver du travail. On peut aussi travailler à distance, etc. Donc dans ce domaine-là, les salaires qui sont proposés en Pologne sont aussi attractifs, si ce n'est plus que les salaires en France, quand on met tout bout à bout. Parce que les frais sont moindres aussi. Ça dépend de quoi on parle, mais ensuite, après, c'est chacun qui fait un peu sa tambouille et puis son compromis. Mais en termes de pouvoir d'achat pur et dur, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est jeune et qui est dans un secteur porteur où il n'y a pas trop de soucis pour trouver du boulot, peut avoir une meilleure qualité de vie en vivant dans une ville de taille moyenne comme Cracovie, qu'en France, dans une ville similaire ou dans une très grande ville. Alors après, est-ce que ça a amené à durer? On voit par exemple des problèmes de logement, où les salaires deviennent les loyers ou même le prix de l'immobilier devient
très très Ça élevé. flambe, non? Parce Ça- que ouais. tout le monde va investir Ouais. pour la location. Et puis, Bah, comme c'est une ville très touristique, il y a la pression des touristes, donc beaucoup de choses sont transformées en Airbnb, mais il y a aussi et surtout la pression économique, une ville qui se développe, qui offre plein oui, d'opportunités. c'est ça. Il y a vraiment plein de boîtes, Alors, des multinationales ouais. qui s'installent, surtout les services. Alors, mais même plus que les services. Moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de services. Donc, souvent, on a un petit peu cette image en France du plombier polonais, donc qui avant émigrait, et puis ensuite, nous, on exportait les usines ou des boulots à faible valeur ajoutée. Mais c'est plus du tout le cas. Déjà, moi, quand je suis arrivé en 2013, il y avait beaucoup de services qui commençaient à avoir une valeur ajoutée qui était importante. Et puis maintenant, je vois des projets de recherche et développement qui viennent s'installer, que ce soit des grands groupes qui transfèrent leurs projets de l'Ouest vers la Pologne, ou simplement des projets qui se créent de toutes pièces ici. D'accord, donc ça peut être intéressant pour les jeunes Français de venir ici. Parfaitement, ouais. Et il n'y aura pas de souci de la langue, parce que vous parlez parfaitement polonais. Non, je parle pas, malheureusement, je Vous ne n'avez parle pas pas d'accent parfaitement. quand même. Alors, c'est un avantage et un désavantage parce que du coup, quand j'arrive plus à parler et que je suis obligé de dire que je parle pas polonais, les gens me regardent un petit peu bizarrement en me disant mais on vient de parler polonais pendant 2 minutes, donc comment ça se passe? Donc ouais, non. Non, le polonais est très très compliqué, mais d'un autre côté, dans les grandes villes, il n'y a pas besoin nécessairement de parler le polonais, donc c'est pas quelque chose qui peut bloquer le fait de se dire je vais en Pologne m'installer. Donc pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous diriez, quand vous parlez avec vos amis, vos parents, je sais pas, des relations en ligne, parce que nous on s'est rencontrés en ligne, non? Oui. Sur le Facebook, il y a un groupe francophones de Cracovie. Ouais. Et ça aide aussi, non? Oui. Alors ça peut aider. Il y a aussi les expatriés à Cracovie qui doivent avoir 30 000 membres. Donc en fait, il y a des gens de toutes les nationalités. C'est vraiment une ville très très cosmopolite. Voilà. Et du coup, mais je crois même pas que ça soit nécessairement parce qu'il y a des étrangers que les gens parlent anglais, c'est simplement que l'anglais est devenu tellement banal que Voilà, dans le système éducatif. Voilà, si vous voulez, voilà, c'est ça. On peut se débrouiller parfaitement avec l'anglais, partout en tout, n'est-ce pas? Et même la plupart maintenant des sites du gouvernement sont en anglais. C'est-à-dire que quand j'ai dû faire mon vaccin pour le Covid, je pouvais accéder à tout en anglais. Donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Même des médecins. Etc. Donc c'est facile. C'est très très facile et par exemple je peux comprendre que ça soit beaucoup plus difficile en France où c'est pas tellement le niveau d'anglais des Français mais où il n'y a pas cet effort d'accessibilité dans d'autres langues et on est peut-être un peu plus chauvin par rapport à ça. Où, il faut parler français, on n'a pas la même histoire par rapport à la langue, on n'a pas la même histoire par rapport à l'anglais. Oui, nous, on était toujours ouverts, on avait toujours des contacts, des rois qu'on invitait de toutes parts de l'Europe. On a eu des rois français, des rois des Balkans, et des Suédois. Ensuite ravageaient la ville. Ah oui, les invasions suédoises, c'était 16e siècle 17e. 17e. Donc ça, parfois ça tournait mal, mais du coup ils laissaient tout un héritage de cette diversité, non, qu'est en fait la Pologne. Ce qui était dommage après que les Allemands sont venus, moi je l'appelle le nettoyage ethnique, ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc, après, avec le concours de Staline, le concours de Roosevelt et de Churchill, ils ont bougé la Pologne de 300 km. Nous avons perdu Lituanie, qui était notre allié. Pour la Pologne, c'était le Royaume-Uni, en fait, non? Multilingue, multiculturel. Voilà. C'était donc un double dommage qu'ont fait les Allemands. Donc, ils sont venus, ils ont nettoyé une bonne partie des intellectuels, parce qu'il faut dire, parce que c'était leur cible, les intellectuels et les juifs. Ouais. Donc c'était les deux en même temps, beaucoup de cas. Donc voilà, donc avec ça, ils ont nettoyé la Pologne.
Alors, le reste des Juifs, les autorités soviétiques les ont chassés en 1966 en Israël, mais bon, rien, donc polonais. Ils ont chassé, les Allemands sont partis après la guerre. La deuxième plus grande minorité polonaise de Silésie, c'était les Allemands. C'était les Allemands, ouais. Et juste après la guerre, il y avait cette opération qui a fait déménager en espace de quelques mois 4 millions d'Allemands de Silésie vers l'Allemagne, vers les deux Allemagnes. Ouais. Donc voilà, donc juifs, soit morts, déportés, partis en Israël, rien. Ouais. Allemands chez eux. Lituaniens coupés font partie de l'URSS. Ukraine coupée, US. On est resté, voilà ça, 23 millions de 38 avant la guerre. Ouais. On est resté 23. Que des catholiques, que des Polonais. C'est ouais. Ça. Non, oui, si on parle du nationalisme aujourd'hui, c'est en fait ça. C'est ça. C'est ça, parce qu'après, ils nous ont enfermés. Moi, je plaisante quand je fais, de temps en temps, je fais le métier de guide. Quand je fais les tours d'Auschwitz, je dis que, voilà, on parle du nationalisme polonais. Il faut se rappeler comment, après ça, on était enfermés pendant 45 ans, pour son passeport, sans communication avec le monde extérieur. Ouais. On nous faisait apprendre l'allemand et le russe à l'école, que personne ne voulait. Ah oui, c'est... Après, voilà, et il n'y avait pas d'Internet. Ouais. Donc, comme ça, non, mais voilà. La communication. Et avec l'Église catholique comme le dernier ressort, on ne va pas s'étonner qu'il faut quelques générations maintenant... Et on y est, on y va, non? On se mélange, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent travailler ici, il y a des Français. Moi, il y a une ville, quand j'ai été, que je ne connaissais pas du tout, qui est Białystok, qui est du coup là, qui est un petit peu au centre de l'actualité, puisque c'est à côté de la frontière avec la Biélorussie. Et en fait, j'ai passé quelques jours à Białystok, et c'est assez surprenant comme ville parce que il y a une très très forte communauté, forcément catholique, mais à côté on a une communauté orthodoxe avec vraiment la proximité avec la Biélorussie. Et puis il y a aussi une communauté musulmane avec les Tatars qui sont là depuis des siècles en fait. Depuis des siècles. Les invasions, ouais. Il y en a eu qui sont restés. Ouais. Et en fait, on a vraiment ce melting pot dans cette ville qui est réputée une ville un petit peu très nationaliste et un peu froide. Oui, les Polonais, on paraît très froid oui. À première approche, non? Ouais. C'est trompeur, non? C'est vrai que c'est assez trompeur, c'est-à-dire que... alors c'est un petit peu moins le cas pour les Français, mais par exemple quand on est américain et qu'on a vraiment toujours un peu d'exubérance ou le sourire ou de l'énergie physique, on va dire, ou dans l'attitude, ça fait un choc, je pense, de voir les Polonais qui sont très stoïques. Très stoïques. On ne va pas trop sourire dans le métro. Non, mais ça devrait pas trop changer les Parisiens, mais oui, c'est vrai que oui. Après, mais avant, on le rompait avec de la vodka. Ouais. Et maintenant, c'est plus le cas, mais c'est plus facile. Ouais. Les gens sont plus ouverts, non? Je crois. Je pense qu'il y a eu cette transition avec la fin de l'URSS où ça a pris du temps pour les Polonais de se dire voilà, maintenant on a le pays, notre pays, et puis on peut se développer de manière indépendante. Et une fois qu'il y a une situation économique et une situation politique stable, peut-être que la mentalité des gens a été de s'ouvrir un petit peu plus à l'autre. Même oui, parce que les gens ont commencé à sortir, à découvrir les autres pays, les touristes sont venus. Je me souviens par exemple souvent des serveurs qui étaient très très froids ou des vendeurs, et on avait l'impression qu'on les embêtait en fait quand on arrivait dans leur restaurant, dans leur café. Donc on se sentait gêné de commander en fait.
Et c'est vraiment plus le cas. Alors ça peut arriver ici ou là, peut-être que c'est même par tradition, mais non, c'est vraiment plus le cas. Et moi, j'ai toujours eu de la chance, entre guillemets, c'est que des fois j'allais dans des bars un peu populaires et puis j'essayais toujours de discuter avec des gens et j'ai jamais eu de gens fermés, au contraire. C'était très très facile de faire connaissance avec des Polonais, oui, c'est ça. Et les jeunes surtout sont très ouverts. Oui. En plus, dès que vous commencez à parler français, je crois que les filles sourient. Ouais, c'était vrai. Il y a un petit avantage côté français. Non, en fait, le vrai avantage, c'est de parler quelques mots de polonais. Mais ça, c'est un vrai avantage avec tout le monde. Mais c'est vrai que souvent, c'est ah, mais pourquoi tu parles polonais? Pourquoi tu apprends le polonais, etc. J'habite ici, donc ils comprennent plus. Mais généralement, le simple fait de pouvoir prononcer quelques mots, ça facilite tout au niveau du contact avec les gens. Et même dans la vie de tous les jours, en tant qu'expatrié, c'est clair. Ça aide. Il y a toujours des personnes plus âgées comme moi, ou plus âgées encore, qui ne le parlent pas. Moi, j'avais de la chance parce que j'étais une exception. J'ai eu de la chance aussi avec la langue. Mais sinon, c'est pareil. Les gens de ma génération ne parlent pas les langues étrangères ici. Ouais, j'ai rencontré pas mal de gens qui parlaient plutôt le français. Des gens d'une certaine génération qui étaient probablement qui étaient assez éduqués, mais en tout cas ils parlaient un français plus que l'anglais. Plus que l'anglais, oui, c'est vrai, parce que l'anglais c'était banni. Ouais. C'était United States, les ennemis, les pires ennemis, les Britanniques, c'est à part. Mais voilà, donc, la langue d'ennemi, on ne l'apprenait pas. Ouais. C'est vrai qu'à l'école, oui, vous avez raison, on apprenait, premièrement, le russe c'était obligatoire, l'allemand c'était pas obligatoire, c'était deuxième langue. Ouais. Mais comme deuxième langue, parfois c'était le français. Moi, c'était mon histoire. Mais je viens de Bielsko-Biała, d'une ville vers le sud, plus proche de la frontière tchécoslovaque. Donc là, du coup, dans la capitale de cette province, il y avait un lycée avec une classe sur toute la province. Et avec le français élargi, 7 heures au lieu de 3 ou 4 heures. D'accord. Ah ouais. J'avais une prof exceptionnelle et l'Institut français d'ici, de Cracovie, faisait des miracles. Donc, ma prof rapportait des livres de France. J'ai eu mon petit Robert, le premier petit Robert en 1985. D'accord. Quand c'était impensable ici. Il y avait juste, sur toute la Pologne, il y avait 2 instituts français. Ici à Cracovie, très actifs, à Varsovie. Et une prof exceptionnelle qui avait étudié ici à Cracovie. C'est pour ça. Sinon, non. Mais il y avait des cours de 3 heures, donc les gens. Puis c'était la langue de la culture, le français. Le français, c'est quelque chose de raffiné, quelque chose de riche. Très culturel. Ouais. On a beaucoup lu les classiques français ici, parce que l'époque du communisme, le seul avantage, si vous voulez, c'était de pouvoir lire, parce que les livres étaient très bon marché, et les gens faisaient la queue pour s'acheter des livres. C'était bizarre, et des bibliothèques partout dans les quartiers, j'en avais 2. Et des bibliothèques publiques. À part les librairies. Alain Robbe-Grillet était traduit et édité en 1979 en Pologne. Ouais. Donc toute la littérature latino-américaine était traduite juste après son apparition. Donc ça, disons, si vous voulez, un des peu d'avantages du soi-disant communisme ici, c'était ça qu'ils éditaient. Il y avait la censure. Ils n'éditaient pas tout non plus, bien sûr. Mais disons le classique, oui. Mais c'est quelque chose que de toute manière on ressent quand on parle à des générations plus anciennes, mais même des jeunes en fait. Il y a une culture de la lecture qui est toujours plus présente, même de la poésie, qui est beaucoup plus présent que, je pense, qu'en France à l'heure actuelle, où on lit très très peu malheureusement. On édite beaucoup aussi. Moi j'ai édité mon livre en France aussi. Non, le côté édition et côté foire des livres, c'est plus développé, je crois. D'accord.
Et les statistiques sont nettes que vous lisez plus. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. en France? Parce que voilà, bah, c'est peut-être une Oui, fausse peut-être la moyenne. Hein, perception, mais c'est vrai que... Disons, les gens lisent ici, Ouais. et les jeunes aussi lisent toujours, mais il y a quand même un décalage entre... C'est aussi la politique de l'édition ici, parce que la majorité des éditeurs traduisent des ouvrages étrangers Mhm. pour les faire éditer ici. D'accord. Et au détriment de la littérature polonaise, il y en a quelques auteurs. Il y a le prix Nobel de littérature. prix Nobel de la littérature, Olga Tokarczuk, qui d'ailleurs ne nous aime pas trop, les Polonais, mais bon. Elle s'exprime en des termes parfois très violents. Je n'ai pas vraiment suivi. Non, Ouais, pour le coup, je suis vraiment passé à côté. Mais non, mais c'est une histoire. Bon, ben, votre futur, vous allez rester ici? Eh ben oui, là, en fait, le Covid a un peu changé mes plans. C'est-à-dire qu'après, de manière professionnelle, j'envisageais peut-être de partir à la fin de ma thèse de doctorat. Mais le Covid est arrivé en plein à la fin et du coup j'ai décidé de rester. D'accord. Et vous travaillez, vous restez un petit peu? C'est ça, là j'ai toujours un travail ici et du coup je ne me vois pas changer encore en fait. Disons que c'est une espèce de compromis qui fonctionne très bien pour moi, c'est-à-dire que je suis vraiment tombé amoureux de Cracovie il y a plus de 10 ans maintenant et donc je me vois pas partir aussi facilement, Ouais, on va dire. Pas encore peut-être. Pas encore, on verra, mais c'est compliqué parce qu'une fois qu'on s'est installé, qu'on a fait sa vie sociale, que la plupart de ses amis sont polonais, etc., c'est quand même compliqué de bouger. C'est-à-dire que c'est plus simple, moi quand je suis arrivé, qui sortais juste de mes études, donc c'était le moment où il fallait faire plein de choses. C'est toujours le moment, hein, je ne suis pas si vieux, mais disons que quand on construit une vie sociale, c'est plus difficile. D'accord. Je vous remercie Alexandre pour votre temps. J'espère que nos interlocuteurs vont suivre, vont faire des commentaires positifs. J'espère aussi. Et j'espère qu'on va pouvoir réellement montrer Cracovie, parce que là, c'est un récit un peu. On va vous montrer, on va essayer de vous montrer la Pologne, la Cracovie d'abord, la Pologne ensuite, et telle qu'elle est. Donc j'ai eu l'idée de vous inviter. Je vous remercie de l'avoir accepté, mon invitation, pour faire un début, une ouverture, comme on dit en musique classique. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de Cracovie et de la Pologne en général. Merci. Merci.